Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente une vidéoconférence consacrée à l'armée macédonienne, bien connue des amateurs d'histoire antique et de wargame. Alors j'ai déjà eu l'occasion de faire des vidéos, je pense assez complètes, sur les compagnons macédoniens ainsi que sur les hypaspistes, sans compter bien sûr les différentes vidéos que j'ai pu faire sur les batailles d'Alexandre ainsi que sur les principales batailles de l'époque hellénistique. Là, pour le coup, je vais avoir une vision peut-être un petit peu plus générale, un petit peu plus sur le temps long, sans trop m'appesantir sur des thèmes que j'ai déjà pu évoquer, sachant que je m'appuie sur l'article Armée macédonienne de Wikipédia que j'ai eu l'honneur de rédiger en très grande partie avec des sources relativement récentes. Donc voilà, je pense que c'est un article qui tient la route et qui fait honneur au Wikipédia francophone quand on voit les articles dans d'autres langues consacrées à cette armée macédonienne. Donc elle est bien sûr considérée comme l'une des meilleures de l'Antiquité, avec l'armée romaine. En tout cas, je parle pour l'Antiquité, on dira, je mets des guillemets, occidentale. Alors elle était bien sûr l'instrument de la conquête de la Grèce sous Philippe II, puis de l'Asie sous le règne de son fils Alexandre le Grand. Donc elle a affronté victorieusement tout d'abord les Grecs, différentes tribus comme les Illyriens, et ensuite l'armée perse, pour devenir le modèle de base de toutes les armées de la période hellénistique, donc à savoir les royaumes antigonides en Macédoine, Séleucides en Asie et Lagide en Égypte. Et elle terminera vaincue par les Romains, on y reviendra. Alors bien sûr, la pièce maîtresse de l'armée macédonienne, en tout cas l'élément le plus connu, voire même le cliché, c'est les fameuses phalanges de porteurs de saris, ce qu'on appellera les sarissophores, donc des lances qui ont une très longue taille, 4 mètres et demi à l'origine, et elles terminent à 7 mètres à l'époque hellénistique. Donc c'est un changement radical à l'époque, donc au IVe siècle, avec des réformes introduites par Philippe II, sachant que les phalanges vont obtenir la supériorité sur les hoplites, de par leur entraînement et leur équipement. Donc sauf que au final, l'alourdissement de la phalange, en fait, qui sert d'abord à contrecarrer les phalanges équivalentes, va finir par peser, sans jeu de mots, et coûter beaucoup en termes de mobilité et d'efficacité, notamment face aux légions romaines, beaucoup plus flexibles. Alors, autre pièce maîtresse parfois un petit peu oubliée, c'est la cavalerie lourde, donc les compagnons chargés de provoquer la rupture chez l'adversaire, voire également chargés d'engager la poursuite. Donc on peut considérer qu'on a un modèle, on pourrait résumer sous la formule du marteau et de l'enclume. Donc l'enclume serait la phalange et le marteau serait la cavalerie lourde. Donc évidemment, il y a d'autres unités sur lesquelles on s'attardera également. Donc là, ce que vous pouvez voir comme illustration, c'est une fresque de la fin du IVe siècle. Donc on dirait au début de la période hellénistique. Une fresque donc d'Agios Athanasios, donc en Macédoine, qui montre donc des guerriers macédoniens avec des équipements vraiment intéressants, magnifique œuvre pour le coup. Donc on voit déjà qu'ils portent les deux guerriers en bas la Kossia, donc c'est le chapeau typique de la Macédoine, qui rappelle quand même leurs origines pastorales, et avec la longue lance, ce qu'on va appeler la saris. Donc ils sont pas équipés, on va dire, au combat, ils sont plutôt équipés de manière légère pour la parade. Et en haut, on voit des soldats. Alors c'est intéressant parce que ils seraient plutôt équipés comme des hypaspistes, avec donc un bouclier rond. Donc c'est pas le bouclier léger des phalangites. Donc on peut considérer qu'il s'agirait de guerriers d'élite,
membre donc du bataillon des hypaspistes, qui sont en fait des hoplites un peu plus légers, on dira, avec un bouclier, et visiblement ils n'auraient pas d'armure. Donc là, ça reste sujet à discussion. Donc voilà pour cette œuvre qui change un petit peu de ce qu'on peut connaître sur effectivement la mosaïque d'Alexandre, etc. Donc tout ça on connaît, donc je vais pas trop montrer des documents sur Alexandre, on va peut-être un petit peu changer quand même d'angle, n'est-ce pas? Alors, on va quand même s'intéresser aux sources antiques. Alors d'abord les sources littéraires, parce que évidemment l'armée macédonienne est surtout très connue pour les règnes de Philippe et d'Alexandre, voire des Antigonides. Donc on a pour notre secours les œuvres de Diodore, donc la bibliothèque historique, l'Anabase d'Arien, qui est peut-être le récit militaire le plus fiable concernant les conquêtes d'Alexandre, ainsi que des ouvrages plus tardifs comme ceux de Quinte Curse ou de Justin. Donc je parle pour la période d'Alexandre. Pour la période hellénistique, on a des œuvres là assez fiables, celle de Polybe, qui a beaucoup narré les guerres entre Macédoniens et Romains, ainsi que Tite-Live. Donc on a différents documents épigraphiques aussi, qui ont récemment renouvelé on va dire l'étude de l'armée macédonienne, des règlements militaires, des lettres royales ou des règlements civiques trouvés en Grèce et en Macédoine. Alors à voir aussi que parfois il y a quelques difficultés par rapport aux appellations, notamment les peltastes et les hypaspistes. Donc on va dire que leurs équipements diffèrent selon les périodes, donc il y a aussi parfois des erreurs chez les anciens qui se sont un petit peu répétées, donc on y reviendra pour le cas des peltastes et des hypaspistes, parce que cette appellation désigne des unités différentes en fait selon les époques. Alors pour le détail de l'armement, qui est pas si clair que ça non plus, parce qu'il n'est pas spécialement évoqué par les sources littéraires, nous avons donc des armes qui ont été découvertes dans certaines tombes, donc des restes de saris, enfin tout au moins des pics en fer, évidemment le bois a disparu, des épées, des cuirasses, dans certaines tombes trouvées en Macédoine. On a aussi quelques documents comme des fresques, comme on peut voir là ici même, ainsi que le sarcophage aussi d'Alexandre, un Sidon, mosaïque aussi d'Alexandre à Pompéi qui représente la bataille d'Issos, et un certain nombre de fresques funéraires qui sont assez intéressantes pour la période hellénistique. Alors, je vais pas trop développer les origines. À la limite, je renvoie pour le côté plus politique aux vidéos que j'ai pu faire sur l'origine de la dynastie Argéade. Mais en tout cas, de tradition, chez les Argéades, donc on va dire à partir du 7e siècle, avant notre ère, donc à l'époque archaïque, le noyau de l'armée macédonienne, c'est bien la cavalerie. Alors le premier grand réformateur, c'est le roi Archélaos Ier, donc qui règne de 413 à 399 et qui entreprend de réorganiser l'armée en la dotant d'une infanterie hoplitique, donc bien sûr à l'image des cités d'Athènes et de Sparte notamment. Donc on est en pleine guerre du Péloponnèse. Parce que avant lui, la seule infanterie lourde dont dispose le royaume est celle fournie par des cités alliées, donc en tant que mercenaires ou que troupes alliées. Et d'ailleurs, c'est pas anodin parce que c'est au sujet de son règne, donc d'Archélaos Ier, qu'est faite la première mention des compagnons, donc dans les sources littéraires. Alors on considère que c'est le frère et donc les prédécesseurs de Philippe II, Alexandre II, qui aurait formé une première véritable force d'infanterie et qui l'aurait divisé en bataillons, ce qu'on appelle les taxéis, et qui aurait commencé à en tout cas les réorganiser en différentes compagnies, donc ce qu'on appelle les syntagmés, et qui l'aurait également nommé donc ces fantassins pézétères, c'est-à-dire les compagnons à pied, afin de les associer à l'aristocratie des éthers, donc c'est-à-dire les compagnons à cheval, qui on va dire le noyau de l'armée macédonienne. Donc bien sûr le véritable réformateur c'est Philippe II, donc qui est littéralement l'inventeur de la phalange
de Sarissophore, donc de porteur de Saris. Alors, à voir déjà qu'il est à bonne école, parce qu'il a pendant quelques années été l'otage à Thèbes d'Épaminondas, donc il a formé à la tactique notamment de l'ordre oblique. Et lorsqu'il arrive au pouvoir en 359, le royaume est confronté à de graves difficultés. L'armée a été anéantie par différents affrontements contre les tribus illyriennes. Et il entend placer la Macédoine sur l'échiquier politique de la Grèce, et il entreprend de vastes réformes. Donc il s'inspire, comme je l'ai dit, de l'armée thébaine, et il va faire de la phalange le cœur de son armée. Alors je vais développer différentes réformes apportées par Philippe. Donc pour ce faire, donc je vais passer au document suivant, donc à savoir l'ordre de bataille traditionnel des armées macédoniennes, donc sous Philippe et Alexandre. Donc il y a peut-être quelques petites critiques que je pourrais opérer, bon, je le ferai tout à l'heure. Mais là, bon, pour le coup, on a l'essentiel des troupes. Donc Philippe commence par professionnaliser son armée, qui devient permanente, en s'inspirant du bataillon sacré thébain, donc les troupes d'élite de la cité de Thèbes, qui a démontré son efficacité en battant les Spartiates à Leuctre en 371. Alors, il va surtout doter donc les fantassins, donc la phalange, on va les appeler les phalangites, d'une saris, donc d'une longue lance en bois de cornouiller, donc c'est un bois assez souple avec une pointe en fer voire en bronze, d'une longueur comprise entre 4,5 et 5,5 mètres selon, on va dire, les recherches actuelles. Alors la grande question, c'est de savoir d'où vient la saris. Donc je vais pas trop développer, j'ai eu aussi l'occasion de compléter l'article sur Wikipédia. Il n'y a pas vraiment on va dire de preuves quant à l'origine de la saris, mais il se pourrait qu'il se soit inspiré des lances sans vigueur dans la tribu, donc des tribales, une tribu illyrienne. Alors à voir aussi que chez Homère est mentionné déjà l'existence de très longues lances, et qu'il existait pour la parade ou pour les troupes de garde, plus pour la parade on va dire, de très longues lances, notamment les gardes royaux pouvaient équiper de très longues lances. En tout cas c'était plus pour la parade. Donc l'origine de cette réforme n'est pas forcément très claire. Donc certes, il va doter donc les phalangites d'une très longue lance, mais il va surtout alléger l'équipement défensif. Ça, faut vraiment être clair, parce qu'il y a quand même pas mal d'erreurs récurrentes dans les films, jeux vidéo et compagnie, parce que effectivement, l'équipement est beaucoup plus léger que celui des hoplites classiques de l'époque classique justement. Parce que faut voir que la panoplie des hoplites pèse 35 kilos. Ah, d'ailleurs, le mot panoplie vient du mot hoplite, c'est l'arme des hoplites. Intéressant, les panoplies. Alors la cuirasse en bronze est réservée visiblement aux officiers, et elle est abandonnée au profit d'une cuirasse plus légère en lin. Alors, ils ont quand même une armure, mais que beaucoup plus légère. Et seuls subsistent comme pièces métalliques défensives des jambières, ce qu'on appelle les cnémides. Alors, c'est pas anodin, là aussi, il va faire rétrécir le bouclier pour pouvoir manier la lance beaucoup plus facilement. Donc le bouclier traditionnel des hoplites qui est appelé l'aspice et non pas oplon comme on le dit par erreur. Oplon en fait ça veut dire l'ensemble des armes, mais par extension hoplite, oplon, bouclier, mais bon ça c'est une erreur ou une substitution. Donc là le vrai nom grec du bouclier rond c'est l'aspice. Et donc il va être raccourci. Alors certaines sources modernes parlent de la pelletée comme si c'était le bouclier en 2001 des peltastes. Là, c'est pas forcément très heureux, donc on va parler d'un petit bouclier rond, qui permet de manier la lance. Alors, à voir aussi que le casque est abandonné pour un casque plus facile à produire en série. Donc, c'est le casque corinthien, donc typique des armées grecques, qui est abandonné au profit d'un casque plus léger qu'on appelle le casque phrygien par extension, mais en fait c'est un casque thrace, mais qui a la forme d'un bonnet phrygien, donc on l'appelle phrygien. Donc, c'est bien sûr bien connu. De la Révolution française, n'est-ce pas? Mais au départ, c'est un casque thrace, avec une espèce de bourrelet au sommet pour dévier les coups. Alors d'un point de vue tactique, il dispose la phalange sur 16 rangs de profondeur, en ordre compact, très serré, et le nombre de rangs peut être diminué selon les affrontements et selon les époques. Donc on peut passer parfois à 8 rangs, parfois à 32, voire peut-être plus selon les époques.
notamment du temps des Séleucides. Ils vont avoir des profondeurs de phalanges très très importantes. Alors il va reprendre aussi, alors pas forcément au pied de la lettre, mais l'ordre oblique, afin de pouvoir faire front dans toutes les directions. Donc par rapport à l'ordre oblique, c'est pas toujours très très clair, il va pas forcément renforcer en nombre de rangs le côté droit. Vous voyez, on voit bien sur le schéma que les rangs sont les mêmes, mais en gros, il va mettre le paquet, c'est le cas de le dire, il va mettre ses meilleures troupes à droite. Donc c'est une forme d'ordre oblique dans le sens que il va renforcer considérablement l'un de ses flancs, mais bon, c'est plutôt une tradition déjà qui était chez les Grecs, mais en tout cas voilà, l'idée c'est de, on va dire, résister du côté gauche, hein, notamment on verra que les batailles d'Alexandre avec les cavaliers thessaliens et la phalange, et puis de faire l'attaque décisive par les cavaliers lourds des compagnons ainsi que par les hypaspistes. Donc c'est une forme d'ordre oblique, mais c'est pas tout à fait l'ordre oblique des Paminondas où là carrément il avait fait des rangs de plusieurs centaines de soldats. Donc là c'est pas le cas. Donc évidemment il a besoin de faire manœuvrer ses soldats, de les entraîner, donc rendu possible par leur professionnalisation, et il entend aussi créer une cohésion interarmes, hein, par des manœuvres, donc en clair, hein, des mouvements conjoints de cavalerie et d'infanterie. Donc je l'ai évoqué tout à l'heure aussi, hein, il va plusieurs fois ajouter à la phalange des porteurs de boucliers, donc des hypaspistes, donc ce sont des fantassins d'élite au nombre de 3000, donc alors à voir que le premier bataillon de ces hypaspistes s'appelle l'agema, donc attention parce que parfois on a l'impression que les hypaspistes égalent l'agema. Non, l'agema c'est un des bataillons, quelques centaines d'hommes des hypaspistes. Donc ils forment la garde à pied du roi. Alors au départ c'était des écuyers, des porteurs de boucliers, puis finalement ce sont des fantassins d'élite. Donc on pourrait dire des hoplites peut-être plus légèrement armés, en tout cas plus mobiles. Alors est-ce qu'ils portaient la sarisse? Rien n'est moins sûr. On pense plutôt, voilà, c'est des hoplites d'élite, mais qui portent le linothorax, donc, et non pas l'armure de métal, donc ils sont relativement mobiles. Donc il incorpore également des troupes légères, donc des peltastes, donc des javelinés bien sûr, des fantassins légers en général, donc les archers ou les frondeurs, ce qu'on appelle les psiloi, en s'inspirant du stratège athénien Iphicrate, que j'ai déjà évoqué dans des vidéos quand j'ai fait le top 10 des stratèges antiques. Iphicrate qui avait réussi à battre un bataillon spartiate d'hoplites avec des peltastes. Donc il va augmenter aussi les effectifs de l'armée, donc il passe de 10 000 à 30 000 hommes sous son règne, à la bataille de Chéronée, évidemment en promettant une solde importante et puis le partage du butin, donc en professionnalisant l'armée et en standardisant l'équipement et en allégeant, on va dire, l'équipement, hein, parce qu'en gros le coût d'une sarisse c'est quand même moins important qu'une armure en métal. Il va pouvoir recruter beaucoup plus de troupes et avoir aussi qu'il met en place sur le champ de bataille une réserve afin de ne pas déployer l'ensemble de ses troupes. Alors par rapport aux réformes de la cavalerie, elle est fortement remaniée, donc surtout la cavalerie de choc des compagnons. Donc là aussi il va faire augmenter les effectifs, hein. À la bataille de Chéronée on compte 3000 compagnons, donc on appelle aussi l'éther, donc issu généralement de l'aristocratie foncière, donc qui est équipé plus lourdement que ses homologues grecs, hein, sachant bien sûr que les Grecs des cités délaissaient la cavalerie, à part pour les éclaireurs ou la poursuite, mais là ils vont faire une troupe de choc. Donc on pense que le compagnon est au départ protégé par un linothorax, un casque béotien, assez ouvert, hein, donc pour permettre de voir le champ de bataille voilà, plus ouvert que le casque thrace, ainsi que de cnémides. Alors les nouveautés apportées par Philippe se situent dans l'armement offensif, avec une lance qu'on appelle le xiton, souple et robuste, qui mesure 4 mètres environ. Donc j'ai d'ailleurs créé la fiche récemment sur Wikipédia. Donc c'est une lance aussi en cornouiller, donc un bois assez souple. Et les compagnons sont également équipés d'une épée courte, alors soit un seul tranchant, soit 2 tranchants. Alors on pense que c'est un seul tranchant, copis, qu'on appelle aussi makera. Donc il incorpore également en guise d'éclaireurs des prodromoi, donc ce sont généralement des cadets, des jeunes cavaliers, on dira, donc en guise d'éclaireurs. On les appelle parfois des sarissophoroi,
parce qu'ils sont porteurs de longues sarrisses, et finalement, sous Alexandre, au fil de la conquête, ils vont être définitivement intégrés parmi les compagnons. Donc d'un point de vue tactique, ça c'est décisif aussi, Philippe va adopter la formation en coin, donc une formation en fait en triangle, en s'inspirant des traces, parce qu'en fait ça permet de manœuvrer beaucoup plus facilement, hein, quand on a une manœuvre en triangle plutôt qu'un carré ou un rectangle, on peut changer de direction beaucoup plus facilement en suivant la tête, avec quand même l'idée d'un officier très courageux qui est en tête, hein. Donc voilà, cette formation qu'on appelle aussi parfois en diamant est typique de l'armée macédonienne. Et il répartit sa cavalerie lourde, donc en clair on va dire à peu près 3000 cavaliers, au sein d'unités tactiques de 250 cavaliers qu'on appelle des îlets, donc à la tête desquels on retrouve un nilarque. Alors juste pour faire une petite parenthèse donc sur ce plan de bataille, on dira typique de la période, la seule chose qui me gêne un petit peu là, c'est l'infanterie légère alliée. Je sais pas trop où ils ont cherché ça. C'est plutôt à la période hellénistique parce que voilà, derrière la phalange normalement y a rien pour ainsi dire. Alors peut-être qu'il pourrait avoir des réserves dans un camp, oui c'est possible, mais ce dispositif me paraît pas tellement d'époque, un petit peu anachronique, je dirais. Bon bref, je vais pas me tendre là-dessus. Pour le coup, parenthèse aussi, c'est toujours des documents libres de droit. Je pourrais toujours trouver mieux comme document, mais je m'efforce toujours, par principe aussi, par précaution, de faire toujours des documents libres de droit, donc accessibles sur Wikicommons, hein, bien sûr. Alors pour revenir sur la portée des différentes réformes apportées donc par Philippe, faut bien voir que donc il a allégé donc l'équipement défensif, hein, au profit d'une longue pique, ce qui permet des vitesses de charge accrues. Et comme je disais tout à l'heure, l'équipement est beaucoup moins coûteux, permet d'équiper un plus grand nombre de soldats. Parce qu'il faut bien voir que le royaume, au départ, en termes économiques, ne pouvait pas rivaliser avec les cités grecques, mais malgré des moyens matériels et économiques moindres, ces réformes vont permettre à Philippe d'imposer son hégémonie sur l'ensemble de la Grèce continentale. Et évidemment, tout ça est repris à bon compte par Alexandre, qui a pu s'appuyer sur l'instrument forgé par son père. Alors pour terminer cette première partie, cette première vidéo, revenons un petit peu sur l'origine et on dirait le pédigré sociologique des troupes. Alors l'infanterie donc est formée de troupes professionnelles, donc on prend 3 composants, donc les compagnons à pied qu'on appelle pesétères, donc qui sont pas forcément issus de l'aristocratie, hein, ce sont des propriétaires ou des citoyens, donc des hommes libres évidemment, mais ils sont pas forcément membres de l'aristocratie, mais pour le côté prestigieux, on va les appeler compagnons à pied. Alors évidemment les officiers de la phalange, on en connaît comme Polyperchon, Cratère ou Perdiccas, sont évidemment des membres de l'aristocratie. Donc ils forment le noyau dur, hein, la phalange, hein, on pourrait dire le peuple macédonien en mouvement, hein, lors des conquêtes d'Alexandre. On a également l'infanterie d'élite des hypaspistes, donc souvent issus des cadets de la noblesse. À voir que les hypaspistes seront appelés au fil des conquêtes d'Alexandre les argyraspides, les boucliers d'argent. Et on a également donc parmi les troupes d'infanterie professionnelles des peltastes, formés le plus souvent de mercenaires ou d'alliés d'origine thrace et péonienne, notamment les fameuses agrianes. On y reviendra. Donc la cavalerie est elle recrutée dans l'ensemble de la Macédoine. Donc la plupart des compagnons sont issus de l'aristocratie, même si on trouve parfois des compagnons d'origine non macédonienne. On trouve également, on verra, sous Philippe et Alexandre, une cavalerie lourde qui ressemble un peu aux compagnons issus de la Thessalie. La plupart des cavaliers légers, par contre, viennent des mercenaires ou des alliés, donc là aussi thraces et péoniens. Et à savoir en fait que les bataillons, au départ les taxis de la phalange, sont recrutés sur une base territoriale, donc pour assurer plus de cohésion au sein des troupes. On aura le bataillon des Hordés, le bataillon des Limés, le bataillon d'Imati, etc. avec un taxiarque, hein, qui évidemment sont les principaux officiers. Alors les mercenaires sont engagés personnellement par le roi, par des accords, hein, conclus donc au nom de l'État, sachant que le roi est le seul à pouvoir conduire les relations avec les puissances étrangères.
Donc pour terminer cette vidéo, évoquons rapidement le haut commandement. Donc l'armée est divisée en grandes divisions, ce qu'on appelle les moirés, donc placées sous le commandement de généraux, ce qu'on appellera les stratèges. Donc pour être clair, sous Alexandre, on va dire qu'il y a deux grandes divisions. Il y a le côté droit de l'armée, donc en tout cas sur le champ de bataille, commandé par Alexandre, et le côté gauche par Parménion, qui avait déjà ce statut sous Philippe. Donc il commande l'aile gauche, l'aile droite étant, on l'a dit, commandée par le roi en personne. Donc l'échelon suivant, c'est les hégémonas, donc les officiers, occupés donc par des aristocrates macédoniens au départ en tout cas. Donc la phalange est divisée en 6 régiments territoriaux, j'ai dit les taxéis, composés de 1500 soldats, et donc la plupart des taxarques sont des princes des maisons de Macédoine. J'ai cité tout à l'heure Perdiccas qui commande la taxis d'Orestide, Coénos celle d'Élimée, ou Polyperchon celle de Tymphée. Donc la cavalerie des compagnons est dirigée par des hipparques, dont les attributs évoluent au fil des conquêtes. Donc au départ, on a 7 escadrons, qui sont commandés par Philotas, donc le fils de Parménion, alors qu'un 8e escadron forme l'Agéma, la garde royale, commandée par Clétos le Noir. Donc après l'exécution de Philotas en 330, Alexandre va procéder à une profonde réforme de la cavalerie. Il va scinder là en 2 hipparchies, commandées par Héphaïstion et toujours Clétos. Ensuite, il sera assassiné, et puis on aura d'autres comme Perdiccas, puis Eumène. Donc à la fin de la conquête, la cavalerie des compagnons macédoniennes compte 5 hipparchies. On a vu qu'il y avait eu l'intégration des prodromoi et également des hipparchies d'asiatiques. Donc ça c'est Arien qui nous explique un petit peu tout ça. Mais à voir que Héphaïstion puis Perdiccas exercent de fait une autorité sur les autres hipparques au titre de chiliarque des compagnons. Alors savoir aussi que le titre de chiliarque correspond au vizir Achéménide, parce que c'est un peu complexe, mais chiliarque c'est un titre qui donne en même temps sous Alexandre la tutelle des compagnons et en même temps l'équivalent du vizir Achéménide. Évidemment le poste occupé par Héphaïstion puis par Perdiccas. Voilà pour cette première partie, j'espère que ça vous a intéressé, que vous avez appris des choses. Je vous dis à bientôt.